Tout ce que vous croyez savoir sur la médecine ancienne est un mythe. Figurez-vous qu'il y a des milliers d'années, les humains pratiquaient déjà la chirurgie du cerveau. Et les patients ont réellement survécu. Des études montrent que leurs anciennes méthodes de guérison vivent encore aujourd'hui dans votre système immunitaire. Imagine que tu vis dans une grotte. Ta fièvre monte en flèche. Ta gorge te brûle. Pas de médecin, pas de comprimé, pas d'hôpital au bout de la route. Juste de la pierre, du feu et les gens assis à côté de toi. Que fais-tu ? Comment survit-on à la nuit ? La plupart ne se posent jamais la question. Mais la réponse change tout ce que signifie être humain. Leur premier remède n'était pas une plante, c'était plus étrange. La maladie est plus ancienne que notre espèce, plus ancienne que le langage, plus vieux que le feu. Bien avant que les humains ne marchent debout, les bactéries et les parasites façonnaient déjà le corps de nos ancêtres. Chaque créature jamais née a fait face à une énigme. Comment survivre quand quelque chose d'invisible vous dévore de l'intérieur ? Les scientifiques pensent que la maladie est notre ennemie la plus ancienne et la plus patiente. Et étrangement, notre plus ancienne compagne aussi. Mais voici ce qui dérange. Ces mêmes instincts qui maintenaient un néandertalien en vie s'activent en vous en ce moment même. Quand tu frissonnes, quand tu as envie de dormir, quand tu tends la main vers le miel ou le thé, ce n'est pas une habitude moderne. C'est un logiciel ancestral, écrit avant l'agriculture, avant les villes, avant l'écriture. Ton corps se souvient de ce que ton esprit a oublié. Nous le savons grâce à des ossements, des dents, de minuscules fragments de tartre prélevés sur des crânes vieux de 40 000 ans. L'archéologie est devenue un étrange dossier médical. Chaque fracture cicatrisée raconte une histoire. Chaque dent usée livre un indice minuscule. Mais un squelette a tout fait basculer. Dans une grotte du nord de l'Irak, des archéologues ont découvert quelque chose d'impossible. Un homme de 50 000 ans qui, selon toutes les règles de la survie, n'aurait jamais dû survivre à l'enfance. Son nom, à notre époque, est Shanidar Houn. Il vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. C'était un néandertalien, et il était, selon toute mesure raisonnable, une véritable épave. Son crâne était fracassé, son bras droit atrophié, peut-être amputé. Sa jambe s'était brisée puis ressoudée de travers. Il boitait. Il ne pouvait ni chasser, ni combattre, ni se nourrir seul. Et pourtant, il a vécu. Pendant des années, peut-être des décennies, jusqu'à ce qui était, pour un néandertalien, un âge avancé, impossible sans aide. Quelqu'un lui a apporté de la nourriture, quelqu'un a soigné ses blessures, quelqu'un a partagé son feu avec lui alors qu'il n'avait rien à offrir. Contrairement aux idées reçues, le stéréotype de l'homme des cavernes brutal s'effondre sous le poids de ces os de néandertaliens lentement cicatrisés. Shanidar n'est pas un cas isolé. À travers l'Europe et l'Asie, les archéologues continuent de découvrir des squelettes de personnes ayant survécu à des blessures impossibles. Un homme sans dents a vécu des années grâce à une nourriture molle préparée par quelqu'un. Un enfant difforme a été enterré avec un soin manifeste. Le bassin brisé d'une femme s'est ressoudé d'une manière révélant des mois d'immobilité, une alimentation constante et des mains patientes prenant soin d'elle. Voici la première médecine ancienne. Pas un remède, pas un sortilège, juste des gens qui ont décidé que tu valais la peine d'être sauvé. Les études montrent que les soins infirmiers simples, chaleur, eau, nourriture et repos, augmentent considérablement les chances de survie face à toute infection. La tribu fut le premier hôpital. La compassion précède l'agriculture de dizaines de milliers d'années, mais les soins seuls ne suffisent pas à vaincre l'infection. Alors, qu'utilisaient vraiment nos ancêtres pour soigner les blessures qui auraient dû les tuer ? La réponse se cachait dans leur bouche. Dans les années 1920, des scientifiques ont commencé à gratter le tartre durci sur des dents anciennes. Au début, simplement pour étudier l'alimentation. Mais vers 2015, la technologie s'est améliorée, révélant des ombres moléculaires dans le tartre dentaire. Soudain, ils pouvaient lire les traces de plantes mâchées il y a 60 000 ans. Et ce qu'ils ont découvert a réécrit l'histoire. Chez un néandertalien d'El Cidrón, en Espagne, on a découvert de l'aquilée, amère,
sans intérêt nutritif, mais un puissant astringent. L'achillée arrête les saignements et combat les infections. Ils ont aussi trouvé de la camomille, un sédatif et un aide à la digestion. Puis vint l'écorce de peuplier. L'écorce de peuplier contient de l'acide salicylique, presque exactement le principe actif de l'aspirine. L'antidouleur de la nature dans la bouche d'un néandertalien. Il y a des milliers d'années, quelqu'un a remarqué que cette écorce particulière soulageait la douleur. Cette personne s'en est souvenue, elle l'a dit à quelqu'un d'autre, le savoir a survécu. Des générations sans livres, sans école, une mémoire purement orale, affinée par l'essai et l'erreur à travers 1000 grands-mères. Voilà la pharmacologie avant la pharmacie. Et puis, il y a Otzi, l'homme des glaces, figé dans les Alpes depuis 5000 ans. Quand les chercheurs l'ont décongelé, ils n'ont pas seulement trouvé un homme, ils ont trouvé une trousse de remèdes enfilée sur du cuir. Dans ses affaires se trouvait du polypore du bouleau, transporté délibérément. C'est à la fois un antiparasitaire et un antibactérien, un remède sérieux. Quand les scientifiques ont examiné les intestins d'Otzi, ils ont découvert des œufs de trichocéphale. Il avait un parasite. Et il transportait le remède exact. Lui aussi portait des tatouages, des dizaines, de petites lignes et des croix gravées dans la peau avec de la suie. Personne n'en comprenait la raison. Puis les chercheurs les ont cartographiées. Elles se regroupent sur ses articulations, le bas de sa colonne et ses chevilles. Exactement là où il souffrait d'arthrite. Exactement là où se trouvent les points d'acupuncture modernes. Il y a 5000 ans, quelqu'un soignait des douleurs chroniques avec des aiguilles et de la sambre. Les plantes et les tatouages n'étaient qu'un début. Puis quelqu'un a saisi une pierre tranchante et l'a dirigée vers un crâne. La médecine antique devient ici troublante. Imaginez-vous allongé sur le sol, la tête qui martèle. Vous avez des crises et des visions. Peut-être as-tu reçu un coup à la tête il y a quelques jours sans jamais vraiment t'en remettre. Un ancien s'agenouille près de toi. Dans leurs mains, un éclat d'obsidienne aiguisé comme un rasoir. Ils commencent à tailler, pas la peau, l'os. Ils sont en train de percer un trou directement à travers votre crâne, alors que vous êtes encore en vie. Cela s'appelle la trépanation, et c'était partout. Des crânes trépanés apparaissent en France, au Pérou, en Chine, en Russie, dans le Pacifique. Des milliers. Les plus anciens ont 7000 ans. Certains chercheurs pensent qu'elle est encore plus ancienne. La plus vieille opération chirurgicale documentée de toute l'histoire de l'humanité. Et voici ce qui vous glace le sein. Les patients survivaient. Pas tous, mais une proportion remarquable. Dans les échantillons péruviens, plus de 80% des trous montrent des signes de cicatrisation. Repousse osseuse, bords lissés. La personne est repartie, a préparé le dîner, a vécu des années avec une fenêtre dans la tête. Certains crânes présentent plusieurs trépanations, toutes cicatrisées avec le temps. Des clients fidèles, des milliers d'années, avant même l'existence de l'anesthésie. Pourquoi faisaient-ils cela? Sans doute pour de nombreuses raisons. Soulager la pression due aux blessures, soigner des maux de tête chroniques, mettre fin aux crises d'épilepsie. Et les scientifiques pensent que c'était parfois pour libérer les esprits emprisonnés. Pour l'esprit humain ancien, la maladie n'était pas toujours physique. La migraine était une chose à l'intérieur du crâne qui voulait sortir. Alors, ils lui ont ouvert la porte. Mais la trépanation n'était pas la seule chirurgie. Des traces de perçage dentaire apparaissent sur un site vieux de 9000 ans, au Pakistan. De minuscules trous parfaits, percés dans les molaires à l'aide d'une pointe de silex, peut-être pour drainer une infection à l'intérieur des dents. Il existe des squelettes présentant des amputations cicatrisées, ce qui suggère une coupe maîtrisée et une cautérisation. Des momies enveloppées, dont les blessures ont été soigneusement suturées, des os fracturés, alignés à l'aide d'attelles, suffisamment droits pour fonctionner à nouveau. La chirurgie est plus ancienne que l'écriture de plusieurs milliers d'années, et ces chirurgiens devaient gérer la douleur. Sans anesthésie moderne, ils utilisaient ce que la nature leur offrait tout simplement. Des traces de pavots à opium apparaissent dans des sites néolithiques à travers l'Europe. Les feuilles de coca étaient mâchées dans les Hautes Andes.
Des résidus de cannabis ont été retrouvés dans d'anciens brûleurs. L'alcool était brassé tôt et fréquemment par chaque tribu. Les premières salles d'opération étaient des cavernes obscures, éclairées par le feu, imprégnées d'odeurs de fumée, d'herbe et de peur humaine. Et pourtant, le véritable guérisseur de la tribu ne tenait pas de couteau. Le véritable guérisseur était assis près du feu. Le chant. Dans presque toutes les cultures anciennes que nous pouvons reconstituer, une figure se tient au cœur de la médecine, le chaman, la guérisseuse, le soigneur tribal. Médecins, prêtres et pharmaciens réunis en un seul être. Elle savait quelle plante infuser, elle savait quelles eaux remettre, et elle savait quelque chose de bien plus subtil. Il savait comment vous faire croire, au fond de vous, que vous alliez vraiment vivre cela. Il est facile de rejeter cela comme une simple superstition, tambour, plume et incantation. Mais voici le détail qui vous a échappé. La science moderne a confirmé ce que les chamans comprenaient intuitivement. La croyance est un remède. L'effet placebo n'est pas le fruit de l'imagination. C'est mesurable. Cela modifie les niveaux d'hormones. Cela modifie la réponse immunitaire. Cela modifie la façon dont votre cerveau traite la douleur. Quand vous vous attendez à guérir, votre corps guérit réellement plus vite. L'inflammation diminue. Les endorphines augmentent dans la circulation sanguine. Des études montrent qu'un rituel, accompli avec conviction, peut déclencher de véritables changements biologiques. Le chant du chaman délivrait un espoir pur. L'espoir, en réalité, est une substance chimique. La guérison ancienne était tissée de sens. La maladie n'était jamais le fruit du hasard. C'était une histoire. Votre esprit déséquilibré. Les ancêtres mécontents. Un tabou sacré avait été discrètement brisé. Pour guérir, tu as réparé l'histoire. Le rituel t'a offert quelque chose que la médecine moderne oublie souvent complètement. Une raison, un récit, un chemin pour revenir du chaos d'être malade, perdu et terrifié au-delà de toute compréhension. Autour de cela, une véritable pharmacologie se pratiquait. Le chaman savait quelle écorce apaisait la fièvre, quelle racine provoquait des vomissements, ce qui te laisse pressé contre une blessure, quel champignon a calmé un enfant en pleine crise dans les heures sombres de la nuit. Dans de nombreuses traditions, un seul guérisseur pouvait identifier des centaines de plantes médicinales. C'est un doctorat de mémoire. Le chant a fait une chose de plus. Il a apaisé le patient, ralenti la respiration, abaissé les hormones qui affaiblissent l'immunité. Un corps effrayé combat mal l'infection. Un corps apaisé se défend bien. Les tambours accordaient le système nerveux lui-même, mais un instinct ancestral surpasse tous les rituels que nous avons inventés. Reste près de moi, la suite va tout révéler. Ton corps sait déjà quoi faire. Quand la maladie frappe, tu te sens terriblement mal, courbatures, frissons, l'envie de disparaître. La plupart pensent que ce sont des symptômes de maladie. Ce n'est pas le cas, ce sont des armes. Votre corps riposte avec force. La fièvre n'est pas un dysfonctionnement, c'est une stratégie. Une température corporelle plus élevée empêche les bactéries et les virus de se reproduire à l'intérieur. Elle accélère aussi vos cellules immunitaires. Des études montrent que supprimer la fièvre trop tôt peut prolonger considérablement les infections. Les vomissements et la diarrhée ne sont pas qu'une souffrance, ce sont des éjections. Votre corps expulse une cargaison qu'il juge véritablement dangereuse. Le sommeil n'est pas de la paresse. Pendant le sommeil profond, ton système immunitaire s'emballe. Les cytokines augmentent. La réparation s'accélère. Ton organisme impose l'arrêt. Les scientifiques appellent cela le comportement de maladie. C'est ancien, plus ancien que notre espèce. Les chimpanzés le font, les souris le font, même les insectes. Les animaux aussi se soignent eux-mêmes. Les chimpanzés de Tanzanie mâchent des feuilles amères pour expulser les parasites. Les ours déterrent certaines racines précises après l'hibernation. Les éléphants parcourent des kilomètres pour trouver des dépôts d'argile. Les lémuriens gestants grignotent l'écorce pour faciliter la mise bas. Les humains ont hérité de cette même impulsion ancestrale. Il existe une pratique étrange appelée géophagie, manger de l'argile.
Cela paraît absurde, mais des études montrent que certaines argiles fixent les toxines intestinales. Les femmes enceintes des cultures traditionnelles mangent une argile bien précise. Les animaux aussi. Vos ancêtres faisaient pareil, une pharmacie sous leurs pieds. Votre corps fonctionne encore avec un code de l'âge de pierre. Vous avez envie de sel après avoir transpiré, vous perdez l'appétit pendant la maladie. Quand tu n'arrives plus à arrêter de dormir. Quand tu veux une pièce chaude et sombre. Ce ne sont pas des bugs, ce sont des fonctionnalités, inscrites en toi par des centaines de milliers d'années de survie. Ce qui soulève une question dérangeante sur la médecine moderne. Nous imaginons la médecine antique comme primitive, de la magie, des suppositions, de mauvais résultats. Mais regardez de plus près. Ils possédaient une véritable pharmacologie, une pharmacologie végétale qui fonctionnait. Ils pratiquaient la chirurgie, une vraie chirurgie, parfois couronnée de succès. Ils avaient la psychologie, des rituels qui activaient l'effet placebo. Avant même qu'on lui donne un nom, ils avaient la santé publique, l'instinct d'isoler les malades, d'enterrer les morts avec soin, et préserver la propreté des sources d'eau. La médecine ancienne n'était pas de la magie, c'était de la donnée. Une donnée lente, coûteuse, durement acquise. Imagine le premier humain qui a goûté une plante et en est mort. Puis le second, qui en a pris moins et a survécu. Puis le troisième, qui a essayé une autre partie. À travers des milliers de générations, cette expérience s'est déroulée dans chaque vallée. Au moment où l'histoire écrite commence, les humains avaient déjà testé la plupart des plantes de leur environnement. Voici le rebondissement. Une part énorme des médicaments modernes remonte à des expériences préhistoriques. L'aspirine vient de l'écorce de saule. La morphine vient du pavot. La quinine, le premier antipaludique, provient de l'écorce de quinquina, utilisée par les guérisseurs andins bien avant les Européens. La digitaline, un médicament pour le cœur, vient de la digitale pourpre, utilisée par les guérisseurs traditionnels pendant des siècles. L'artémisinine, notre meilleur antipaludique moderne, d'une plante décrite par les médecins chinois il y a 2000 ans. Un savoir ancien, lentement distillé, qui nous guérit encore aujourd'hui. La pénicilline a été découverte dans un laboratoire, mais les anciens Égyptiens appliquaient du pain moisi sur les plaies infectées bien avant l'existence des antibiotiques. Ils ne connaissaient ni les champignons ni la chimie. Ils savaient que ça marchait, l'ont écrit sur du papyrus et l'ont transmis. Leurs mains étaient sur la même chaîne que vous tenez en ce moment même, chaque fois que vous avalez un comprimé. Voici la vérité profonde. Il n'y a jamais eu un moment où les humains n'ont eu aucune médecine. Depuis le premier hominidé qui a mâché une feuille amère et s'est senti mieux, guérir est une compétence qui définit l'humanité. Nous sommes l'espèce qui prend soin des malades. Ce n'est pas un luxe, c'est ce qui nous a rendus humains. Alors, qu'est-ce que cela signifie la prochaine fois que vous tomberez vraiment malade ? Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter les antibiotiques. La médecine moderne sauve des vies que nos ancêtres ne pouvaient sauver. Mais la trousse à outils ancienne fonctionne encore, et nous l'oublions. Quand la fièvre monte, souviens-toi, c'est une arme, pas une panne, un outil que ton corps a choisi avec soin. Quand la fatigue te terrasse, c'est le remède, pas le symptôme. L'envie de se reposer est ancestrale. Quand vous vous tournez vers ceux qui vous aiment, des études montrent que des liens sociaux forts accélèrent votre guérison de façon mesurable. Quand un rituel familier te procure un sentiment de sécurité, c'est ton système placebo qui s'active, celui que les chamans pirataient discrètement. La croyance devient chimie. L'astuce n'est pas de romancer le passé, ni de le rejeter. Prête-le comme le ferait un guérisseur, avec précaution, avec curiosité. Car un mystère hante encore chaque archéologue qui l'étudie, et il arrive juste après. Comment gérait-il les maladies invisibles ? La tristesse qui ne s'en allait pas, les voix dans la tête, le chagrin devenu maladie, la peur devenue fièvre. Que faisaient les anciens lorsque l'esprit était blessé ? La réponse est encore plus étrange que la trépanation, et c'est le prochain fil que nous allons tirer dans notre histoire. Si vous voulez savoir comment les humains préhistoriques traitaient la folie, le deuil et l'esprit brisé, cette histoire vous attend juste après. Et voici une question pour vous.
Quel est le plus ancien remède que votre famille utilise encore discrètement à la maison aujourd'hui? Du miel pour la gorge irritée? Des gargarismes à l'eau salée? La tisane étrange que ta grand-mère préparait quand tu étais petit? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Vous portez peut-être un remède plus ancien que n'importe quelle pharmacie moderne. Si vous aimez ce genre de plongée au cœur de l'histoire cachée de l'humanité, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Reste près de cette chaîne. La prochaine découverte est encore plus étrange que la